Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diagonaliste dédié aux diagonales de France, randonnée de longue distance à vélo. Je suis Marc Jacquemont et je vous accompagnerai lors de ces aventures. Aujourd'hui, ce n'est pas un épisode comme un autre, c'est un bonus. Je vous propose le récit de la randonnée de Karine sur Strasbourg-Perpignan, telle qu'elle l'a vécue, écrit et envoyé pour validation de la diagonale. Les récits sont lus par les diagonalistes et enregistrés par leurs propres moyens. Ces bonus sont des surprises sans régularité de publication. Karine, à toi. Diagonale Strasbourg-Perpignan, début octobre 2021. Karine Géon de la Marlière, accompagnée de Thierry Pouillot. Jeudi soir, le J-1. Quel plaisir de se faire accueillir à la gare de Strasbourg par notre sariste Jojo. Elle n'avait pas prévenu, mais comment ne pas la reconnaître à la sortie de la gare, incroyable avec ses sandalettes Shimano. On a prévu 3 fois 300 km sur 3 jours, avec 70 km de rab le lundi. Sérieusement, dans quoi on s'embarque? Et dire qu'on appelle ça des vacances? Je ne me souviens plus d'avoir fait un périple avec autant de kilomètres par jour à la suite. Pourtant, je roule. Traduction, je stresse un peu. Jour 1. Départ à 6h du mat avec Jojo qui vient nous chercher avec les viennoiseries. Ça me surprend énormément d'aller pointer à la police. Certes, ils ont du temps, mais tamponner des feuilles de route ne correspond pas à leur mission dans mon esprit. Original comme ligne de départ en tout cas. On part sur la voie rapide. On reprend la voie cyclable dès que possible pour continuer à papoter avec Jojo tranquillement, sans danger, le long de l'Eurovélo. Après une trentaine de kilomètres, Jojo nous laisse filer à notre allure. Cet esprit des saristes, qui viennent partager un bout de route avec nous, fait vraiment partie de la beauté des diagonales. Cette première journée fut grisante. Des kilomètres qui défilent, sans difficulté, sur le plat, sous le soleil, à travers les vignes et le charme des villages alsaciens. On ne fera qu'1h30 de pause pour 300 km ce vendredi, notre record absolu avec Thierry. Arrivé à 19h à notre appartement, nous avons le temps de faire les courses, faire une machine, manger tranquillement, et le grand luxe de se coucher à 22h. J2. Réveil 5h50, départ dans le froid, arrêt café à 11h dans un bon vieux de café de campagne comme je les aime. Le soleil n'apparaîtra qu'à 12h. On roule jusqu'au BPF de Pérouges, je les collectionne avec joie. Village magnifique. Nous mangeons des maquereaux comme des pouilleux sur la place de l'église avec des sachets de graines et tomates. Un régal qui permet de bien digérer l'après-midi comparé au sandwich. Ça roule, le soleil apparaît, les coteaux des cônes du Rhône. C'est beau, j'adore. Rassurés par notre arrivée précoce la veille, nous faisons plus de pauses, mais surtout plus d'arrêts synchronisés avec Thierry. En général, on ne roule pas à la même allure, mais il est bien plus agréable de s'attendre. Certes, seul on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Rouler à deux change la donne, et surtout le moral. J'avais tellement peur le premier jour de finir à minuit tous les jours, que je lui avais mis beaucoup de pression pour limiter les pauses au maximum, filant avec mes podcasts sur l'oreille droite. Sortie de Vienne, pas cool. Roule pourri en vélo. Ça fait partie du jeu qu'on ne passe pas des heures à travailler une trace, ni d'envoyer des feedbacks à Komoot quand on trouve des itinéraires inadaptés d'ailleurs. On pensait trouver des commerces le long du Rhône. À 19h10, je vois un primeur qui remballe. « Mais madame, on n'est pas à Paris ici, vous avez de la chance qu'on soit encore ouvert, profitez-en. Vous ne trouverez plus rien d'autre. » Allez, go pour les courgettes, oignons et toutes les courses pour dîner, le petit-déj et les ravitaux. Il reste encore 40 km, mais je file à 30 km/h sur la nationale. Je rejoins Thierry au pont de Train-l'Hermitage. Magnifique village, mais je crève juste après notre pause casse-croûte. 45 minutes pour repartir à cause de ces satanées roues et leurs jantes pas adaptées. Un message à notre cher Pascal pour le tenir au courant. Il veille sur nous. C'est chouette de lire ses messages et de savoir qu'il est là. On file sur Charmes-sur-Rhône, appartement de rêve, immense pour un prix modique. Une chambre aussi grande que mon appart parisien. Nous nous endormons à 23h, et pourtant toujours en avance sur notre feuille de route. Jour 3. Traversée de Montélimar qui a l'air magnifique et qui mériterait notre voyage avec la lumière du soleil.
On enchaîne les kilomètres sur des petites routes cyclables. On est bien, on roule, heureux d'être là. Ça commence à sentir le sud, ça se réchauffe. On a changé de pays. C'est ce que je préfère sur une traversée. Voir autant de paysages en si peu de temps, tellement variés. Du bonheur de traverser autant de régions seulement grâce à ses petites jambes. Nîmes, on avait adoré le centre-ville cet été en ne voyant que le centre-ville depuis la gare. La banlieue en vélo fait beaucoup moins envie. Traverser de zones commerciales et industrielles un dimanche. Pour le bucolique, on repassera. Le vélo permet de vraiment mieux comprendre le territoire. Ça défile, de bons podcasts, le soleil brille, je me sens bien. On arrive vers la Grande Motte, du monde, des voitures, ça n'avance pas en vélo. Le paysage est superbe, mais on n'est pas d'humeur. Une crevaison sur la N7, on repère plus d'une demi-heure. Une piste cyclable à côté de la nationale, mais c'est du gros gravel, ça passe pas, trop lent dans tous les cas. On reprend la grosse route et on appuie sur les pédales. L'ambiance vire entre nous, trop de monde sur la route, un tracé qu'on goûte à revoir. On fait une pause tous les deux à Vic-la-Gaillarde pour repartir sur le bon pied. Il est tard, on arrivera dans la nuit, on le sait, tant pis. 7. Un air de vacances, une épicerie ouverte qui nous permet de manger des produits frais. On allume les lampes. La corniche et la route le long de la mer sont superbes. Le vent se lève, on trace. Le vent souffle. Pour une fois, je prends la route Thierry. Normalement, on se rejoint pour les pauses photos et le repas toujours à 10 minutes d'intervalle. Et ça fonctionne très bien. Mais là, j'ai besoin de lui. Je me raccroche à sa roue à cause du vent, je m'épuise, je suis fatiguée, ça souffle fort. Arrivé à 22h45 à l'hôtel Formule 1 de Narbonne Sud, délivrance. Ce fut le moment difficile de cette traversée à cause du vent et de la fatigue. Le reste m'a paru relativement simple en fait, où j'étais tellement grisée par la distance parcourue plus rapidement qu'espérée, la beauté des paysages, l'impression d'être forte. Mais sérieux, traverser un pays en 3 jours et demi, c'est kiffant, faut le dire. J4. Réveil au Formule 1. Pas glamour. On sort de la zone industrielle, un clou dans le pneu de Thierry après 5 minutes de roulage. On perd 30 minutes. Mais on file vers le 4, région découverte au Nouvel An, toujours aussi belle. On roule, le bonheur d'être presque arrivé, savoir que c'est presque dans la poche, et pouvoir profiter des paysages de bord de mer sans les touristes. 11h. Nous arrivons chez les flics pour tamponner. Du monde attend dehors de pouvoir rentrer dans le commissariat. J'ai honte de les embêter pour ça. Un policier reconnaît la cycliste et emporte mon carnet pour le tamponner, alors que je reste patiemment dans la file d'attente. Finir au poste pour un finish me paraît tellement étrange. Déjà, c'est fini. La photo du tampon est envoyée fièrement. J'aurais aimé continuer encore et encore ce sentiment. Catherine, une ancienne amie parisienne qui vient de déménager à Prades, vient nous chercher en voiture pour aller déjeuner chez elle. Elle est géniale. La grande famille de la longue distance est là et ça fait chaud au cœur. Je lutterai dans l'après-midi pour ne pas m'endormir. Retour en train sur Paris où j'essaie de consigner mes notes de cette belle aventure. Posée, heureuse, vraiment heureuse. Un beau voyage. En 3 jours et demi, j'ai eu l'impression d'être partie 2 semaines en vacances. Topissime. Conclusion. Qu'est-ce que c'était bien, j'ai tellement aimé. Le plaisir absolu de dévaler des kilomètres, tout droit, à fond, pas de montagne, l'impression d'aller vite. Ce sera pas les mêmes sensations, mais bon. Une météo géniale, hormis le vent de face le dimanche soir sur la fatigue et une arrivée tardive. Les très jolis BPF de Pérouge et d'Uzès, de pépites sur notre parcours. Certes, on a mangé un peu de route à camion, mais pas tant que ça, et on a voulu aller au plus court. 954 km sur notre feuille de route. J'ai eu peur sur certaines nationales que cette diagonale soit qu'un enchaînement de grands axes, rouler pour rouler. Mais non. Le plaisir de voir les changements de paysage, de traverser la France en autonomie, de pouvoir aller voir la mer en vélo, de filer sur les routes plates. Les 3 journées se sont très bien enchaînées, la 4e ne compte pas car c'était déjà gagné dans la tête. Et commencer à réfléchir à la prochaine diagonale à peine posée dans le train.
Je pensais avoir besoin d'une pause après ce long week-end, mais je n'ai pas pu refuser une belle proposition en Auvergne qui permettra de retrouver un peu de dénivelé et les récompenses des paysages qui les accompagnent. Ce principe des diagonales fut une belle découverte. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il en reste encore de nombreuses à découvrir. Merci beaucoup Karine pour ton récit et un grand merci à tous de l'avoir suivi. Si vous avez des questions, des suggestions ou bien sûr une diagonale à partager, n'hésitez pas à me contacter par email à diagonaliste@gmail.com. J'ai hâte de vous retrouver lors de notre prochain numéro et d'ici là, je vous souhaite de belles sorties à vélo.